Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. C'est la première journée de notre semaine Sync Éducation avec ce premier webinaire dont le thème est extrêmement ambitieux. Rendez-vous compte comment la tech peut contribuer positivement aux évolutions sociales. Rien que cela. Mais après tout, il faut avoir des ambitions quand on parle d'enseignement supérieur, d'éducation. Et vous allez voir, les personnes que nous avons invitées n'en manquent pas d'ambition. L'impact, vous le savez, est désormais une dimension essentielle attachée à l'économie de la connaissance. Et si l'on parle digital, la maîtrise des outils est une piste pour penser et envisager demain. Nous allons voir comment le monde de la tech et de l'enseignement se mobilise pour un monde plus inclusif, pour une planète plus verte ou pour des usages encore plus vertueux. Alors aujourd'hui, nos invités portent des projets, je vous le disais, ambitieux, qui adressent toutes ces problématiques et beaucoup plus, vous le verrez. Vous pouvez poser vos questions, je les partagerai avec nos invités. Est-ce que Louise... Oui, Louise est là, alléluia, il y a 2 minutes, on n'arrivait pas à la voir, elle est là. Louise, vous êtes de Saint-Plon, la start-up qui est aussi engagée dans une mission de service public, si je puis dire, et d'utilité publique. Vous avez noué avec Microsoft, notre partenaire sur ce webinaire, un certain nombre d'actions pour monter des écoles, notamment liées au digital. Et on verra avec vous comment le numérique peut être porteur d'égalité des chances et avec ces modes de collaboration. Bonjour Louise, qu'est-ce que je suis heureux de vous voir. Vous ne pouvez pas savoir, on vous a tous cherché ce matin. Bonjour à tous, je suis là. Is here. Véronique Bonnet, qui est directrice générale de SME Sudria et qui nous parlera du projet Alice. Véronique, une directrice d'école d'ingénieurs. Et alors, il n'y a pas assez des filles dans les écoles d'ingénieurs, mais il y a encore moins de directrices. Et si, mais il y en a, la preuve. Je suis là avec vous, ravie. J'anime la semaine prochaine colloque de la CTI, vous savez, la commission des titres d'ingénieurs, et c'est une présidente de la CTI. Donc, c'est vrai que le monde change et il bouge vite, et parfois pas assez vite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on en parlera aussi. Adeline Hoche, vous êtes... d'une école nouvelle, d'un nouveau genre. Vous êtes cherché des masters notamment. L'école s'appelle Gaïa. Vous êtes adossé à la grande école de commerce Audencia, l'école nantaise, mais qui a aussi un campus à Paris puis en Chine. C'était une école en 3 ans, si je ne m'abuse, centrée sur les problématiques de transition écologique. J'ai bien résumé? Bonjour, parfait, effectivement. Parfait. J'ai été parfait. Alors, j'ai présenté toutes les dames. Oui, Olivier Sudan. Vous êtes là, Olivier? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. La société Avob. Alors, moi, je me suis renseigné quand même, parce que la société Avob, vous proposez des solutions pour améliorer la performance énergétique et technique des parcs, avec notamment la réduction d'impact carbone. C'est ça, de ces parcs informatiques. Tout à fait. Nous accompagnons. Donc là, on verra comment l'industrie et les experts peuvent aussi accompagner et le monde de l'entreprise, et aussi, puisque vous accompagnez les entreprises, et les compétences et les expertises. Et puis, celui qui va ouvrir ce webinaire, Henrik Lopez de Microsoft. Henrik, il a une mission très, très ambitieuse. Alors, Microsoft, si je ne m'abuse, vous me dites, Henrik, vous avez un plan stratégique mondial pour aller vers ce que vous m'avez mentionné quand on préparait le IT for Green et pas le Green for IT. C'est le IT for Green, c'est comment le digital pourra accompagner vers cette transition. Et j'aimerais avoir avec vous, si vous êtes d'accord, une vue d'hélicoptère, une vue d'en haut pour savoir un peu de quoi, qu'est-ce qu'on peut évoquer quand on évoque évidemment la tech et la transformation RSE, la transformation écologique, tout ce qui est tout ce que sont ces grandes mutations du jour. Bonjour Henrik et bonjour à tous et bonjour à tous nos participants. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci Gilbert pour cette déjà invitation et puis pour me donner la parole en introduction. En fait, chez Microsoft, on a même un plan qui est un peu plus large que la dimension IT for Green. Juste un peu de contexte. La mission que l'on a chez Microsoft, c'est de permettre à chaque individu et à chaque organisation de réaliser ses ambitions, et bien entendu avec le numérique. Et derrière ça, l'idée, c'est également pour Microsoft d'avoir un impact positif. On a une ambition ESG, RSE, que de permettre un futur plus durable, donc des sujets environnementaux, que de préserver les droits fondamentaux, par exemple l'inclusion, l'accessibilité, de favoriser une économie plus inclusive, qui est en faveur de l'égalité des chances, et puis d'être un partenaire de confiance. Mais cette mission, il faut qu'on la mette en œuvre par rapport aux tendances
aujourd'hui actuel et ce que l'on voit. Et il est clair que si on regarde les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance qui deviennent très très hauts dans les organisations, mais également très très hauts dans l'agenda des individus. Et si on parle aujourd'hui des étudiants, on a un certain nombre d'études qui disent qu'effectivement les individus, les étudiants attendent d'une part de leur institution, de leur école, de leur enseignement supérieur, d'être plus responsables dans la manière dont ils opèrent, exactement comme les organisations, mais également de leur donner les clés de lecture, les compétences, mais pourquoi pas aussi des initiatives qui leur permettent d'être des citoyens éclairés, des leaders de demain éclairés, mais aussi de passer à l'action. Et de passer à l'action, pourquoi pas, en utilisant le numérique, un numérique certes plus vert, mais un numérique qui va permettre peut-être d'accompagner des projets autour de l'environnement, un numérique dont on comprend les enjeux, mais dont la technologie permet peut-être de donner accès à l'accessibilité, c'est-à-dire à permettre des personnes en situation de handicap de pouvoir peut-être être plus inclus dans notre société. Et je pense qu'on aura quelques exemples là. Voilà, et c'est aussi comment le numérique peut être une opportunité justement pour certains individus, certains étudiants, de trouver un emploi, de se reconvertir. Et c'est toutes ces choses-là que le numérique permet, que l'on essaye, nous, de mettre en œuvre avec un écosystème d'acteurs. Et je pense qu'on a là des témoignages très intéressants et enrichissants dans ces axes que sont l'environnement, l'accessibilité ou le numérique comme une opportunité de monter en compétences et d'inclusion. Et juste pour terminer, c'est encore plus vrai quand on voit les outils qui arrivent. Je vous ai cité là quelques exemples, quelques études. Moi, j'ai juste posé la question, par exemple, à un outil qui fait beaucoup de buzz en ce moment, qui s'appelle ChatGPT. On lui dit, tiens, quels sont aujourd'hui les grands chiffres sur les étudiants, l'enseignement supérieur et les sujets ESG et RSE? Et j'ai une réponse très intéressante avec des études. Quand ces outils sont en train d'arriver, ça pose encore plus la question de comment les utiliser, quelles compétences et surtout comment mettre ce numérique au service d'actions positives. Sacrée ambition. Dites-moi, j'animais un table ronde hier, je pose la question de néophytes, enfin de béotiens. On me disait, on peut programmer vert. C'est vrai ça? On peut faire des codages qui soient plus verts, qui consomment moins. Enfin, c'est même une très belle opportunité pour l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le développement que de réfléchir à comment on fait un logiciel effectivement plus vert. On a monté une fondation, fait partie de la Green Software Foundation, qui justement travaille sur ces sujets-là. Il y a beaucoup d'acteurs français mais internationaux qui travaillent là-dessus. D'ailleurs, il y a une publication très récente sur comment développer un logiciel pour qu'il consomme moins effectivement de ressources ou qu'il les consomme au bon moment par rapport au coût de l'énergie ou par rapport aux ressources de calcul, etc. Donc oui, faire du développement vert et avoir un logiciel vert, c'est possible. Donc, tout est possible. Allez, on va faire rapidement un tour de table et on va commencer par la petite dernière, si je peux me permettre, c'est Adeline, hein, avec Gaïa. C'est plus tout nouveau, mais c'est récent, hein, parce que Saint-Pons, maintenant, est une belle organisation. La SME Sudria, c'est une école d'ingénierie historique et Olivier nous parlera à côté le regard d'entreprise. Alors, Adeline, vous avez lancé à Audencia une école de la transition écologique et là, on voit bien que vous avez pris à bras le corps un sujet qui est extrêmement prégnant aujourd'hui. Alors, comment vous avez conçu ça et surtout, comment vous avez fait le lien avec la tech qui joue un rôle évidemment indispensable dans cette transition? Oui, alors peut-être un bref rappel, hein. Gaïa, c'est l'école de la transition écologique et sociale. C'est une école qui est adossée à Audencia. Ce n'est pas une école indépendante, hein. Elle fait partie de la Business School d'Audencia. Mais c'est la première école de la transition écologique et sociale qui a été adossée à Audencia. Donc, c'est effectivement une école qui, par sa structure, apporte de la souplesse et expérimente aussi la manière dont on peut accompagner nos étudiants pour qu'ils intègrent les enjeux de la transition écologique et sociale dans leur futur métier. Et donc, au sein de Gaïa, on a une multitude de programmes, dont un programme qui s'appelle le M1 Gaïa, qui fait partie du programme Grande École, hein, et qui
et qui a un M1 qui s'appelle Managing Ecological and Social Transition. Donc évidemment, parmi l'ensemble des problématiques, la problématique du numérique responsable, du Green IT, fait partie des problématiques sur lesquelles on sensibilise nos étudiants dans le M1 Gaïa, mais aussi au sein de l'école Audencia. Alors, pour nous, il y a deux sujets. Il y a la manière dont les étudiants vont utiliser leurs propres outils et du coup, l'impact qu'ils vont avoir dans les outils qu'ils vont utiliser quand ils vont apprendre chez nous. Et du coup, il y a effectivement, Audencia met à disposition des étudiants une calculette carbone qui leur permet de mesurer leur impact carbone de l'ensemble de leurs outils numériques qu'ils utilisent, à la fois les équipements qu'ils ont, smartphone, ordinateur, le nombre d'équipements qu'ils ont, mais on va jusqu'à calculer en fonction des plateformes qu'ils utilisent, du temps qu'ils passent devant leurs écrans, du nombre d'écrans qu'ils ont, leur impact carbone. Donc, ils connaissent leur impact et en plus, au-delà de connaître leur impact, c'est important de le connaître et d'être sensible, mais au-delà de le connaître, on met à leur disposition comment ils se positionnent par rapport à la moyenne et puis un certain nombre d'actions pour les accompagner, pour réduire leur impact carbone en fonction soit des équipements qu'ils ont ou en fonction de leurs usages. Donc déjà, ça, c'est un premier point parce qu'on a quand même des étudiants qui sont extrêmement connectés dans la totalité des cours à l'école. Et le deuxième point, c'est le contenu. Au-delà du contenant, c'est le contenu, c'est-à-dire comment on va les accompagner pour les sensibiliser à ces enjeux-là. Pour nous, on distingue deux choses, mais Henrik est très au courant partage ses idées. C'est qu'on a d'une part ce qu'on appelle le Green IT, donc comment réduire l'impact environnemental et social de l'IT, et le IT for Green, et qui est effectivement comment on va utiliser l'IT pour, et donc notamment des applications, monter des startups, accompagner des entrepreneurs qui parlent dans le monde de l'IT, vont aider en fait l'écosystème à réduire son impact. Donc nous, on a à la fois, donc quand on parle de IT for Green, on a un incubateur, on a des enseignements entrepreneuriaux où on sensibilise les étudiants qui s'inscrivent dans l'entrepreneuriat pour accompagner et réduire l'impact dans la mesure où ils développent des IT digitaux. Et puis, dans le cas du Green IT, comment on réduit notre impact environnemental et social, notre empreinte environnementale et sociale dans le numérique, et bien là, on sensibilise effectivement les étudiants sur l'impact, qu'est-ce que représente le numérique, quels sont les différents, comment se distribue l'impact entre la construction des équipements, l'usage, etc. Et puis, on interviewe et on fait intervenir des entreprises sur le sujet pour montrer comment les entreprises s'emparent du sujet, d'où effectivement Microsoft qui était présent. On a bien compris. Microsoft, de toute façon, s'ils ne sont pas présents, c'est qu'on a oublié quelqu'un, non? En tout cas, quand on parle IT, il y en a beaucoup d'autres, mais vraiment, en l'occurrence, on aborde ce sujet-là. C'est intéressant de voir qu'au fond, la prise de conscience doit être endogène à l'enseignement lui-même. Ce n'est pas simplement un vernis qui doit être avec une petite conférence RSE, c'est bien le contenu qui doit être complètement changé et pas simplement le contenant. Alors, la formation au service de l'inclusion, on va l'évoquer avec vous, Louise. Chez Simplon, le terme de l'inclusion, c'est carrément l'ADN de l'institution. Et donc, on ne peut pas parler de Simplon sans parler de ce thème-là. Et c'est vrai, comment vous avez mis le digital finalement au service d'une inclusion plus grande dans la société, et on voit bien que c'est un sujet capital. Juste pour l'anecdote, j'ai interviewé beaucoup de deans aux États-Unis et ils n'ont que ce mot à la bouche, c'est l'inclusion, et alors par d'autres moyens, des aides, des soutiens, une sélection différenciée, mais en tout cas, là, ce thème de l'inclusion, vous y êtes attaché autant au moins que les Américains. Mais c'est une très bonne nouvelle que les Américains et que tout le monde soit intéressé par les thématiques de l'inclusion. Donc, pour rappel, Simplon, effectivement, c'est un organisme de formation inclusif, donc qui se rattache au domaine de l'économie sociale et solidaire, qui a donc un agrément ESUS, et qui s'attache à former principalement des demandeurs d'emploi, mais on forme aussi quelques salariés, notamment des salariés qui sont amenés à perdre leur emploi s'ils n'ont pas des compétences numériques. Et l'idée, c'est de former donc ces demandeurs d'emploi à des métiers techniques du numérique en tension, donc sur lesquels il y a des forts besoins de recrutement. Et pour la petite histoire, il y a maintenant 5 ans, Microsoft et Simplon, donc Microsoft soutenait Simplon sur des actions de sensibilisation à la programmation, notamment pour les enfants.
Et il y a 5 ans, le président de Microsoft et le président de Simplon en France ont échangé dans le cadre de leurs échanges annuels et se sont dit, mais finalement, on a un besoin qui se croise. Côté Simplon, on avait identifié des mutations au niveau des outils qui permettent de faire de l'intelligence artificielle pour aller vite, une démocratisation de l'IA grâce aux services notamment d'Azure qui permettent de faire de l'intelligence artificielle sans coder l'algorithme, donc en utilisant des algorithmes pré-packagés. Donc, on avait senti, côté Simplon, qu'on pourrait aller vers des métiers de technicien de l'IA et pas sur des couches data scientist niveau Bac+5, Bac+8. Et côté Microsoft, cette demande se faisait sentir du côté des partenaires de Microsoft qui disaient en quelques termes, Azure, c'est super, on a des très beaux services, mais nous, en entreprise, on n'a que des profils de data scientist qui nous coûtent cher, qui sont rares sur le marché. Comment recruter ces fameux techniciens de l'IA? Et donc, c'est comme ça qu'on s'est embarqué dans cette aventure un peu folle, parce qu'il y a 5 ans, bien le diplôme de développeur en intelligence artificielle, c'est comme ça que s'appelle ce métier, n'existait pas auprès du ministère du Travail, donc auprès de France Compétences. Donc, on a d'abord déposé des certifications et puis un titre professionnel. Et depuis 5 ans, on a formé pratiquement 1000 personnes sur ce métier de développeur en intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, si je puis me permettre, parce que j'étais avec La Poste hier qui s'est dit on a besoin de développeurs et de data scientists, ils sont allés les chercher parmi les facteurs. Il n'y a pas d'âge en fait, c'est-à-dire que parmi tous ces salariés, il y avait des gens qui voulaient transformer leur carrière et aller vers des métiers qu'ils n'avaient pas adressés dans leur jeunesse. Absolument. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'aller chercher des personnes sans prérequis de diplôme. Donc on accueille des personnes qui ont un niveau bac infra-bac, ça représente 25% de nos étudiants, qu'on appelle chez Simplon des apprenants. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais on a aussi des personnes qui ont des niveaux d'études assez élevés, des bac+4, des bac+5, mais parfois pas du tout dans le domaine du numérique. On a par exemple des personnes qui ont fait des études de droit et qui se rendent compte la veille de passer le barreau que finalement, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire. Et donc ça représente aussi 25%. Et donc, on appelle ces personnes des apprenants et non des étudiants parce qu'on utilise chez Simplon une pédagogie dite pédagogie active, en tout cas pédagogie par projet, qui est vraiment au cœur de notre modèle et qui garantit de former en un temps assez court, puisque ces écoles, on est entre 3 et 6 mois de formation. Donc, de former dans un temps court des professionnels qui vont ensuite être autonomes et tout de suite employables, en tout cas en contrat d'apprentissage ou en alternance. Donc, l'idée, c'est vraiment de les former à partir de projets et d'avoir le moins possible de contenu de formation descendant. Et juste une question pour faire le lien, pour continuer à tour de table, évidemment, dans toutes ces formations, cette professionnalisation, cet accompagnement vers une transition professionnelle, en quelque sorte, pour certains, ou de formation, c'est aussi dans une perspective de transition écologique et de IT for Green ou de Green for IT, c'est selon Adeline. Hein, Alors moi, j'entends les deux termes. Évidemment, on forme les développeurs de demain. Donc, nos apprenants, lorsqu'ils entrent en formation, sont demandeurs de devenir des développeurs plus responsables, d'être sensibilisés à ces questions de consommation vertueuse des données informatiques et de l'énergie que ça peut générer. Mais aussi, ils ont envie d'utiliser leur nouveau talent de développeurs en intelligence artificielle au service de la société et sur des missions à impact. Et alors, j'ai un excellent exemple. On a la Surfrider Foundation qui a parrainé une de nos formations du côté de Biarritz et qui a demandé à nos apprenants d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle pour reconnaître des déchets dans les cours d'eau, parce que c'est le sujet de la Surfrider Foundation, hein, c'est vraiment de nettoyer les cours d'eau pour éviter la pollution des océans. Donc, nos apprenants ont entraîné un modèle, une petite caméra qui se mettait sur les canoës kayaks et qui permettait de reconnaître les différents types de déchets pour pouvoir avoir un impact ensuite sur la responsabilisation en fait, des personnes qui se trouvaient sur les berges et aussi donner des indications
au pouvoir public pour mettre des poubelles aux bons endroits et éviter cette pollution. Et ensuite, nos apprenants, en fait, sont devenus bénévoles pour la Surfrider Foundation. Bon. D'accord, on l'a bien compris. Et vous savez pourquoi je vous coupe la parole un peu brutalement, et je vous prie de m'excuser, mais parce que Véronique, elle vous regarde et dit, nous aussi, on est dans la même logique, c'est-à-dire on s'engage dans une action sociétale. Et Véronique, alors vous représentez une grande école d'ingénieurs, historique, si je puis dire, parce que ça fait longtemps que c'est M. Dria forme des ingénieurs pour l'industrie, les services. Et on voit bien que d'abord, on manque d'ingénieurs en France. Donc, vos ingénieurs, ils n'ont pas de problème pour se caser. Mais ça n'empêche qu'ils se posent des problèmes des problèmes philosophiques ou des problèmes d'objectifs personnels de vie, c'est-à-dire vers un monde meilleur, vers un monde qui est plus inclusif, un monde qui est moins consommateur d'énergie. Et pour illustrer ce qu'on dit, c'est l'engagement que vous avez pris pour un projet qui allie et innovation et sens du service pour des personnes fragiles. C'est le projet Alice. Alors, juste en 2 mots, comment vos ingénieurs perçoivent cette notion de transformation et cette notion d'impérieuse nécessité d'aller vers un monde meilleur, et aussi l'école, comment elle s'engage, et puis aussi, je crois que c'est avec Microsoft, si j'ai bonne mémoire. Oui, effectivement, le SME Sudria forme des ingénieurs depuis 1905, donc voilà, ça fait effectivement longtemps. Vous n'étiez pas là en 1905, non. Je suis bien conservée quand même, sinon. Non, effectivement. Mais bon, ce qui nous intéresse évidemment plus, c'est ce qui va se passer après, et c'est la suite de l'histoire. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions, et on a formé des ingénieurs du XXe siècle qui peut-être ne se posaient pas encore trop les questions de savoir l'impact de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils inventaient sur les ressources, la biodiversité, la couche d'ozone, etc. Mais évidemment, tout ça a bien changé. Et donc, effectivement, comme toutes les écoles d'ingénieurs, on intègre quand même ces notions depuis déjà pas mal de temps dans nos formations. Mais c'est vrai qu'à l'ESME, depuis 2 ans, on a décidé d'aller plus loin, plus vite, en adoptant la qualité de société à mission. Donc voilà, donc en prenant des engagements RSE sur lesquels on devra rendre compte. Et c'est dans cette logique et dans cette stratégie que s'inscrit parfaitement, donc effectivement, le projet Alice, qui nous est arrivé par Microsoft et par un diplômé de l'ESME qui est aujourd'hui directeur de la mission handicap et e-accessibilité chez Microsoft, et qui donc travaille pour Microsoft sur des projets qui cherchent à mettre la tech au bénéfice de l'inclusion. Et donc, ce projet, en fait, il consiste à développer une interface qui va permettre aux malades, aux personnes qui souffrent du locked-in syndrome. Donc, le locked-in syndrome, vous savez, c'est ce syndrome qui a été, cette maladie qui a été mise à l'affiche par le livre Le Scaphandre et le Papillon. Donc, c'est des gens qui peuvent plus du tout communiquer, ou avec peu de moyens, souvent le battement des yeux. Et donc, en fait, le projet consiste à utiliser les outils de l'intelligence artificielle, du machine learning, du NLP, donc les outils qui servent aussi à faire les interfaces vocales, le langage, tout ce qui permet de faire du langage, comment dire, des interfaces de... Je ne trouve pas le mot. Natural Language Processing, mais je ne trouve pas le mot en français, je suis désolée. Mais on parle anglais, allez-y, no problem. Au profit des malades de syndrome qui vont pouvoir... Louise, pardon. Le traitement naturel du langage. Je crois que c'est ça la merci. Merci. Donc, merci. Thank you very much. Grâce à ce projet, donc en fait, nos étudiants, ils développent un prototype qui est testé auprès des malades pour que l'outil, en fait, propose des phrases en fonction des centres d'intérêt du malade, et qu'il n'ait pas besoin de taper les mots un par un, mais vraiment qu'on est dans un processus d'apprentissage profond et en fonction de l'expérience du malade. Juste un mot sur vos ingénieurs, plus globalement, même si on lève un peu le nez, au-delà du projet Alice, qui est magnifique, évidemment, tellement le problème est énorme. La maladie est tellement grave que, évidemment, le projet techno est ambitieux. Est-ce que vos ingénieurs, comme ceux d'Agro, ils sont prêts à
à lever les poings contre ceux qui font pas, qui s'engagent pas dans cette stratégie. J'ouvre la parenthèse, les ingénieurs d'agro, ce sont les diplômés qui, quand ils ont reçu leur diplôme, ont craché à la figure de toute l'industrie agroalimentaire sur scène, devant les partenaires et devant les enseignants, leur disant qu'on n'ira pas bosser chez eux parce que c'est pas du tout conforme à nos ambitions de transition. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, comment ils sont les vôtres? En tous les cas, on va essayer de faire en sorte qu'ils ne se positionnent pas comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les générations des 18-25 ans, voilà, ils peuvent considérer qu'on leur laisse un monde quand même un peu abîmé et que maintenant, il faut qu'ils se débrouillent pour régler les problèmes qu'une autre génération ou d'autres générations auraient causés. Donc, c'est vrai qu'en adoptant le statut de société en mission, en s'engageant à faire évoluer nos formations, on souhaite mener le même combat et travailler de façon solidaire avec nos étudiants et avec nos diplômés pour faire face à ces réalités-là. Voilà, donc je dirais que si on ne veut pas qu'effectivement ils se retournent contre nous, il faut qu'on montre le chemin et il faut qu'on leur montre qu'effectivement la formation, elle contribue à les préparer et à les aider à trouver, déjà à comprendre de quoi on parle, quels sont ces enjeux RSE et en fonction des situations dans lesquelles ils se retrouveront en entreprise, leur donner les boîtes à outils, connaître les leviers sur lesquels ils pourront agir pour essayer d'avoir un impact le plus positif possible. Donc c'est vraiment avec la tech, parce que est-ce que les ingénieurs, est-ce que vous êtes convaincus, parce que je discutais avec un patron d'école d'ingénieur et une des étudiants me disait la solution, ça passera par la tech. Alors, c'est la vision d'ingénieur, mais est-ce que, au fond… Ouais, c'est sûr que les solutions, elles passera par la recherche et par la science. Ah oui, ça, j'en suis absolument convaincue. Parce que aujourd'hui, quand même, si on veut inventer des choses, alors on doit s'inspirer du vivant. Donc, c'est pour ça qu'on a réintroduit aussi les sciences du vivant dans nos formations. Nous, on est des formations qui étaient basées sur l'électronique, l'informatique, l'énergie. Donc, on va dire c'était de la tech pure et dure. Aujourd'hui, on a réintroduit dans nos formations la connaissance du vivant, d'abord pour être capable de mesurer l'impact de ce qu'on fait sur le vivant, sur les ressources, sur, encore une fois, la biodiversité, mais aussi pour s'inspirer du vivant. Voilà, on enseigne le biomimétisme. Voilà, donc effectivement, c'est la tech, mais en regardant aussi d'autres sciences et aussi en insistant sur les sciences sociales, sur les sciences humaines. Voilà, donc c'est vraiment de décloisonner les disciplines, de s'ouvrir sur les autres et de confronter aussi nos élèves à cette réalité-là. Quand nos élèves du projet Alice, ils vont à la rencontre de personnes qui souffrent du lock-in syndrome, voilà, ils sortent de leur labo, devant leur écran, et ils sont confrontés à cette réalité humaine. La réalité, de toute façon, qui est très important, je pense. Je vais rattraper. Olivier Sudan, alors on a un professionnel, parce qu'on parle entre spécialistes d'éducation, spécialistes de la tech avec Henrik, même s'il adresse aussi les problématiques d'éducation. Olivier, hier, j'animais un débat encore avec des agences de notation ou d'évaluation de celles et ceux dans les entreprises. J'ai l'impression qu'il y a un marché gigantesque. Alors, vous proposez des solutions, donc vous êtes un peu plus dans le dur, puisque vous accompagnez les entreprises dans leur transformation. Réellement, vous ne faites pas que les évaluer. Pour autant, ce que j'ai cru comprendre, et à la lueur de la réussite de ces sociétés, c'est que il y a beaucoup de boulot, quoi. Enfin, c'est-à-dire pour accompagner vers une société un peu moins, avec un peu plus d'impact et moins d'effets, de dégâts collatéraux. L'effort est énorme à mener actuellement. Alors, votre vision, allez à lueur et réagissez peut-être à ce qui a été dit, parce que c'est intéressant. Alors, je souscris un petit peu à tout ce qui a été dit. Alors, nous, c'est vrai que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on intervient sur ces sujets, sur le sujet du Green IT, puisque ça a été l'origine de notre société, où on vient accompagner un certain nombre de clients privés, publics, voilà, des écoles également, à mesurer, à comprendre ce qui se passe sur leur usage du numérique. On parlait tout à l'heure d'outils qui viennent mesurer les applications, voilà, les ordinateurs, etc. Donc ça, c'est important. Et puis, par extension, en fait, cette solution de Green IT, on était un des précurseurs
dans ce domaine-là. On l'a étendu à l'IT for Green, c'est-à-dire utiliser cet outil performant pour pouvoir aider également nos clients dans leur sobriété énergétique autour des bâtiments tertiaires. Les bâtiments, la consommation énergétique des bâtiments, c'est à peu près entre 30 et 40% de la consommation énergétique selon les pays. Donc, c'est un impact énorme avec plus de 90%, on va dire, de ces bâtiments qui sont non efficients ou très peu efficients. Donc, c'est un enjeu majeur. Alors, on parlait tout à l'heure, en effet, voilà, est-ce que c'est la technique et la technologie qui va sauver le monde? J'en sais pas. Mais elle va certainement y contribuer. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Moi, je préfère le terme d'intelligence aidée ou d'intelligence adaptée, parce que derrière, il ne faut pas oublier que il y a des hommes et des femmes qui sont là pour programmer, pour faire des algorithmes qui vont transformer en fait la donnée qui n'a pas beaucoup d'importance, même si on en a de plus en plus, mais la donnée en tant que telle n'a pas d'importance si elle n'est pas traitée, si elle n'est pas analysée, et c'est là où, en effet, tous ces développements accélèrent les choses, parce qu'on va traiter de plus en plus de données, mais il faut pouvoir avoir des gens derrière qui vont contextualiser ça, transformer ces données en informations sur lesquelles on va pouvoir se baser pour pouvoir mettre en place des plans d'action. Parce que juste avoir des courbes qui montent et qui descendent, c'est très bien. Il faut pouvoir passer à l'action derrière, et c'est ce que nous faisons. Donc, soit sur la partie du numérique responsable, soit sur la partie de la sobriété énergétique. On a fait un premier tour de table. Les questions arrivent. Hein. Merci de répondre. Hein. Je ne sais pas qui répond. En tout cas, c'est Henrik qui se charge de répondre. Hein. On nous pose des questions qui vont de comment sensibiliser les enfants, comment utiliser PPT dans des conditions. Bref, on voit bien que c'est un sujet qui fait réagir. Alors moi, j'aimerais vous soumettre une question, notamment à celles et ceux qui sont en charge de formation ici dans notre débat. Comment entreprises et formations peuvent-elles agir? Est-ce que vous avez le sentiment que l'une doit se nourrir de l'autre parce que les écoles ne peuvent pas fonctionner toutes seules, et c'est évidemment le partenariat qui va faire accélérer les choses? Alors, Louise, à votre regard. Évidemment, nous, on ne peut pas fonctionner sans les entreprises. On a essayé, hein. Je pense que tout organisme de formation a essayé de former en se disant on accueille un maximum de bénéficiaires et on forme. En fait, ça ne marche pas parce que nous, notre ambition, et celle de beaucoup d'organismes de formation, c'est le retour à l'emploi, c'est la sortie positive. Et donc, pour garantir cette sortie positive, pour garantir que les apprenants, à la suite de leur formation, trouvent une alternance et ensuite un emploi, on se doit de travailler avec les entreprises. Sinon, le risque, c'est qu'on forme complètement à côté des besoins de ces entreprises. Et d'ailleurs, tous les ans, on change à la marge notre programme de formation, mais on l'adapte en fonction de ces besoins exprimés par nos partenaires. Donc nous, bien sûr, on travaille avec tout notre écosystème d'entreprises recruteuses. Comment concrètement ça se matérialise? Donc c'est à travers l'adaptation du programme, c'est à travers la sélection des personnes qui intègrent notre programme. Donc nous proposons une manière différente de recruter. On recrute sans CV. On accompagne les entreprises dans un recruter différent, un processus de recrutement différent. Qui garantit donc cette question de l'inclusion. On accompagne aussi nos bénéficiaires à se préparer à cet exercice qui, même s'il n'est pas conventionnel, reste un exercice auquel ils ne sont pas habitués. Et pendant tout le temps de la formation, je vous parlais de notre pédagogie par projet, mais c'est aussi à ce moment-là où on intègre les entreprises. On leur demande de nous soumettre des cas. Est-ce qu'un seul joue le jeu, d'après vous? Enfin, vous avez le sentiment que... Est-ce que tout le monde joue le jeu? Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de savoir. Alors, et évidemment, Microsoft joue le jeu, hein, parce qu'on ne peut pas dire, Henrik, vous nous direz, puisque vous êtes très engagé, mais globalement, il y a des PME, des TPE, des ETI, des grands groupes qui, en tout cas, doivent s'afficher, mais est-ce qu'elles jouent le jeu globalement? Parce que je parlais du temps et du tic-tac et du décompte de l'horloge naturelle qui s'opère. Oui, globalement, elles jouent le jeu. Après, il y a des résistances qui sont principalement des craintes
En fait, comment je recrute différemment? Est-ce que vraiment une personne qui n'a pas le baccalauréat va être fiable, va être quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de sa formation? Est-ce que ce sera le collaborateur que j'aurai envie de conserver dans mes équipes? Donc voilà, évidemment, il y a des craintes, mais globalement, les entreprises jouent le jeu et je vais vous dire, elles jouent le jeu parce qu'il y a une pénurie de compétences. Ouais, elles n'ont pas le choix de toute façon. Adeline, même question pour vous, la relation avec l'entreprise. Est-ce que vous qui arrivez, alors oui, tout à fait. Alors, c'est extrêmement. Les petits jeunes, ils vont arriver, ils vont donner des leçons au PDG, au CEO. Bon, écoutez, la transition, c'est moi. Je sors de Gaïa. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Alors, je rejoins les propos de Louise, mais pour aller effectivement un peu plus loin par rapport à ce que disait Louise, par rapport à nous, comment on intègre les entreprises, en fait, on les intègre de deux manières. La première manière est effectivement de faire travailler nos étudiants en partenariat avec des entreprises, ce qu'on appelle consulting Project for Sustainable Business Model, où les étudiants travaillent en partenariat avec les entreprises pour travailler sur des sujets, notamment du numérique responsable. C'est la première approche, de manière à ce qu'ils voient très concrètement en fait comment ça se passe. Et la deuxième approche, c'est ce qu'on appelle, nous, les conférences inspirantes. Donc, à la fois, nous, on apporte un cadrage en tant que professeur sur les enjeux un cadrage global, et ensuite on fait intervenir des entreprises. D'ailleurs, dans le cadre de la dernière conférence inspirante sur le numérique responsable, Henrik faisait partie de la table ronde, et l'idée c'est de raccrocher le lien, donc ça rejoint un petit peu les propos de Louise, c'est de dire je raccroche les liens entre l'impact du numérique et les enjeux du numérique avec ce qui se passe concrètement au sein des entreprises. Est-ce que c'est vous qui donnez est-ce que c'est à vous d'impulser ça dans l'entreprise, ou l'entreprise l'impulse déjà suffisamment? Parce qu'après tout, nous, on choisit des entreprises qui sont dans le cadre du M1 Gaïa, qui sont déjà engagées sur ces sujets-là, puisque l'idée, c'est d'acculturer nos étudiants à ces sujets-là intégrés dans l'entreprise. Donc, j'ai envie de dire, nous, dans la sélection des entreprises, on sélectionne des entreprises qui travaillent sur ces sujets. Et pour autant, on pourrait se dire que c'est votre mission aussi, c'est d'aller chercher celles qui ne sont pas assez, donc peut-être de les accompagner. Enfin bon, je dis ça. Sur beaucoup de domaines, Gilbert, et notamment sur les domaines du numérique, en fait, et surtout sur des sujets ESG, il y a un véritable besoin de nouvelles compétences, de nouveaux métiers et de nouveaux profils. Donc moi, je trouve ça, je pense que l'enseignement est en train de prendre et a besoin de prendre un coup d'avance, parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui doivent aborder les sujets ESG, on parlait avant de RSE, etc. Mais regardez, il n'y a pas forcément historiquement, il n'y a pas forcément de cursus. Maintenant, si on parle de numérique, les sujets cyber, les sujets d'IA, enfin tout ça, ça va extrêmement vite. Et beaucoup plus vite que le fait de pouvoir faire monter en compétences des talents en interne, etc. Donc, c'est très bien que les structures d'enseignement, qu'elles soient comme Simplon ou que ce soit l'enseignement supérieur, voient ces tendances arriver, ces besoins, et l'intègrent dans leur cursus pour avoir les talents dont on a besoin aujourd'hui dans les entreprises. Henrik, c'est pour ça que je posais la question. Je vous disais, aux États-Unis, j'avais rencontré l'ancienne dean de Wharton, et qui est actuellement dean de Berkeley, qui me disait, mais vous savez, au fond, les étudiants, ils sont d'accord, mais c'est pas des experts de la transition. En revanche, la mission d'une école, d'une université comme la nôtre, c'est de transformer l'entreprise. Véronique, vos ingénieurs, ils doivent transformer. C'est des hussards, en fait, de la transition. En tous les cas, c'est notre ambition, effectivement, qu'ils soient capables de porter ces sujets et d'accompagner les entreprises dans leur transition. Et comme en plus, en ce moment, il y a une pénurie d'ingénieurs, donc voilà, si eux, ils sont exigeants sur le… Ils le sont d'ailleurs. Les entreprises, ils le sont… on voudrait qu'ils le soient plus, honnêtement, dans les enquêtes qu'on fait. Ça progresse, les gens qui mettent comme critère de choix de l'entreprise, effectivement, sa politique d'inclusion environnementale, etc. Mais c'est pas encore… en fait, je pense qu'il y a vraiment les deux extrêmes, quoi. Il y a des gens, et puis au milieu, il y a des gens qui évoluent, mais il va falloir qu'on les pousse à évoluer. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que tous les gens qui sortent des écoles sont comme les diplômés d'AgroParisTech qui ont fait la une de la presse. C'est pas vrai en tout. Et donc, effectivement, c'est nous qui formons les gens qui vont être dans les entreprises et progressivement prendre les responsabilités dans les entreprises. Donc, on a une énorme responsabilité là-dessus, c'est clair. Je pense, hein.
mais on est dans la même barque, en fait. Hein. Les entreprises, de toute façon, parce qu'effectivement, aujourd'hui, elles ont des indicateurs aussi et des comptes à rendre sur leur impact. Donc, pour pouvoir être capable de rendre ces comptes sur leur impact environnemental, bah, elles ont besoin de gens formés et compétents sur ces sujets. Donc voilà, c'est pas, on est complètement, enfin tout est complètement lié en fait. Voilà, donc il y a des gens qui, moi je dirais juste une chose, c'est que le fait de travailler sur des sujets comme ça, alors bon voilà, je sais pas, c'est peut-être un peu simpliste aussi comme raisonnement, mais en tous les cas à l'ESME, ça nous a permis de progresser sur le nombre de femmes et parmi nos élèves. Hein, vous m'avez fait un petit clin d'œil en disant une femme directrice d'une école d'ingé. Bon, c'est pas si rare que ça. Et ce que je veux non, dire, attendez, je connais bien le métier quand même. Hein. non, C'est non, pas non, une je sais, école je de sais. commerce. Non, Bon, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis arrivée à la direction de l'ESME il y a 6 ans. Il y avait 18% de filles qui rentraient à l'ESME. Aujourd'hui, il y a 30% de filles qui rentrent à l'ESME. Pourquoi? C'est aussi parce qu'on porte des sujets comme ça, et notamment on fait plein de projets pour le handicap, pour l'accompagnement des personnes malades ou les aidants, etc. Et ça donne du sens aux formations. okay. Et du coup, on va récupérer un peu de public féminin qui se précipite, par exemple, vers les... Mais Véronique, je vous rassure, je vois toujours le verre à moitié plein comme vous. Hein. Je préfère m'enthousiasmer quand ça monte, mais Ouais. je peux aussi regretter quand ça ne va pas assez vite. On peut se dire aussi ça. Hein. Vous savez que la loi a imposé les quotas dans les COMEX maintenant, donc il faudra peut-être aussi aller vers une incitation un peu plus marquante. Olivier, vous recrutez quoi? Des jeunes qui sont rebelles, des gens qui… Est-ce que les jeunes, ils exigent de vous des gages de… Parce que vous les recrutez, vous allez les chercher, puisque vous avez besoin d'expertise dans le domaine de la tech, notamment. Exactement. Alors nous, on recrute beaucoup d'ingénieurs, on recrute beaucoup de gens qui sont spécialisés de ces domaines. J'allais dire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que chez nous, c'est nous qui nous attachons à ce que les gens qui viennent chez nous aient cette conviction-là. Nous, on n'a pas la vocation à changer l'ensemble du monde, mais d'apporter notre petite brique, notre contribution à l'humble niveau auquel nous sommes sur ces sujets de l'environnement, de la sobriété numérique, la sobriété énergétique. Et donc, c'est important en effet que les gens qui viennent chez nous aient également cette appétence-là. Certains veulent aller sur d'autres thèmes, c'est très bien, mais il faut qu'ils soient en adéquation, entre guillemets, avec notre raison d'être. Nous, ça fait plus de 10 ans que ces sujets nous animent tous les jours, donc avant même que ça devienne aussi critique que ces temps-ci. Donc ça, c'est important. Et après, je dirais aux jeunes aussi qui nous écoutent, ne vous trompez pas de combat. C'est-à-dire que ne refusez pas le combat en disant tout le monde, voilà, les entreprises sont des grands pollueurs, elles sont tous des pourris, voilà. Au contraire, nous, on est au cœur du sujet. Et il faut être au cœur de ces préoccupations pour pouvoir changer les choses. Et puis les ingénieurs ou que ce soit des garçons ou des filles qui nous rejoignent, ils ont cette première formation. Et c'est très bien que toutes ces écoles puissent adapter leur cursus parce qu'on l'a vu sur tous ces domaines, que ce soit le numérique, l'énergie, etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et de toute manière, le champ étant tellement vaste que c'est après, une fois qu'ils intègrent une entreprise, qu'ils vont compléter en fait ce qu'ils ont déjà acquis sur le domaine de l'entreprise. Donc ça, il ne faut pas avoir de soucis. Et Olivier, petite question piquante. Regardez Louise dans les yeux. Est-ce qu'elle peut venir frapper à votre porte avec vos spécialistes de l'IA? Est-ce qu'ils seront bien accueillis? Alors je vais être très honnête, je découvre un petit peu tout ce qu'elle fait et c'est super. Ah ben moi, je fais du matching, vous avez vu, il n'y a Exactement, pas de problème. Et j'ai mon responsable RH là, qui m'écoute pas loin. Donc je lui dis, ça, il faut aller voir ça parce que c'est très intéressant. Louise, c'est gratuit, je vous le dis tout de suite, c'est cadeau. Henrik, vous avez vu l'entreprise, elle a un rôle social, elle a un rôle, elle doit être pas à la manœuvre, mais on le voit bien avec Microsoft, et social et tech. Parce que si on voit que par le côté tech, on rate peut-être une partie de la problématique. Oui, et j'ai beaucoup aimé ce que Véronique a dit, mais on le constate dans plein d'endroits. Dès qu'on commence à mettre, et encore plus sur des sujets clivants comme par exemple l'IA, où de vous à moi, on nous montre tous les mauvais côtés et tout ce que ça pourrait faire de mal, dès qu'on commence à mettre du sens sur du sens positif, il ne faut pas être non plus béni oui ou avoir une approche solutionniste de la tech va tout changer et va tout résoudre. Mais si on commence à montrer que en l'occurrence, le numérique peut avoir un impact positif, peut être mis au service de scénarios
sur l'environnement ou sur des choses beaucoup plus sociales, eh bien, on a une approche beaucoup plus, on a beaucoup plus d'adhésion. Et tant mieux si c'est des profils féminins, et on donne beaucoup plus de sens. Et je pense que ça favorise la transformation de nos organisations. Si on prend juste le sujet de l'environnement, il ne faut pas oublier que le numérique, on nous parle toujours effectivement de le numérique à sa part de responsabilité. C'est 4% des gaz à effet de serre dans le monde. Donc oui, et ça va certainement doubler dans les années à venir. Donc oui, le numérique, et on a une part chez Microsoft, on a fait beaucoup d'annonces, mais ce n'est pas le sujet. Le numérique a sa part à jouer. Mais on parle assez peu des 96%, de gaz à effet de serre qui viennent d'autres secteurs d'activité. Et devenir plus vert à cet endroit-là, le numérique peut aider à verdir en partie, pas intégralement. Il y a nos propres aussi usages en tant que consommateurs. Mais voilà un vrai sujet. Et il y a des nouveaux métiers aussi à inventer dans les organisations. Si je prends juste un tout petit exemple, je fais un tout petit pas de côté, mais on parle beaucoup, c'est plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est les sujets de mobilité. Aujourd'hui, réfléchir à des politiques de mobilité durable, eh bien, il y a des solutions. On travaille avec des startups, le numérique peut aider. Mais regardez en entreprise, regardez dans les organisations qui est en charge des politiques de mobilité durable. Historiquement, c'est des personnes qui ne sont pas des spécialistes de la mobilité. Et je n'ai rien contre ça. Mais ça, c'est des nouveaux jobs. De réfléchir à la manière de penser la mobilité et les solutions de mobilité, la manière de penser comment on va devoir opérer dans des business, dans le marketing, dans les RH ou dans des fonctions sur l'industrie 4.0 et le repenser pour qu'elle soit plus inclusive, plus sociale, plus responsable d'un point de vue environnemental. C'est des nouvelles compétences, c'est de nouvelles manières de faire et dans lequel le numérique a une part à jouer. Donc, il faut… Olivier, une question, parce que quand j'ai regardé le descriptif de votre entreprise, on parle smart grids, et on voit bien que la data est au cœur de la performance, puisque si on sait de quoi on parle, si on sait le mesurer, on sait peut-être le corriger. Et c'est un sujet, dans tous ces sujets qu'on adresse, mais la data et la collecte de cette data, elle joue un rôle alors d'innovation aussi. Exactement. Alors, juste un point là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de l'impact du numérique, etc. En effet, c'est 4% des émissions globales. Nous, on a fait le calcul chez nous et on a beaucoup travaillé sur l'efficience de nos moteurs et notre plateforme. On a un rapport de 1 à 1000. C'est-à-dire que pour 1000 kilos ou tonnes de CO2 économisés et évités par nos solutions chez nos clients, on a, nous, un impact seulement de 1. Donc, en fait, l'amplification est énorme due à ces nouvelles technologies et due à ce numérique, etc. Et donc, dans ce cadre-là, en effet, on a beaucoup de données à traiter. Les smart grids arrivent, on a beaucoup parlé cet hiver de la charge du réseau, voilà, avec l'application EcoWatt, d'essayer d'équilibrer entre les points de consommation et les points de production du réseau, des moments où le réseau peut être un petit peu surchargé. Et c'est en effet, je crois, toute la question du moment, au lieu de rajouter sans arrêt des unités de production d'énergie, etc., il faut en parallèle, je dirais en même temps, peut-être plus penser sur nos sobriétés, sur nos consommations et assez facilement, nous, on arrive avec nos clients que ce soit encore une fois des écoles, et des mairies, des bureaux, à faire 15, 20, 25% d'économie. Donc, il ne faut pas oublier ce levier d'économie avant de rajouter en parallèle des centrales. C'est ça. C'est d'ailleurs, se regarder dans la glace avant. Adeline, alors vous avez mis en place la formation, mais en fait, on se rend compte, tel que vous en parlez, c'est que cette formation, ça devrait être intégrée à peu près dans tous les masters et toutes les formations en réalité, parce que c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'il ne faudrait pas se contenter sur une école, il faudrait toutes les universités. Et est-ce qu'il y a un mouvement qui s'opère? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, ça fait beaucoup de temps à adresser. Tout à fait, c'est un des enjeux majeurs de l'enseignement supérieur, comment intégrer les enjeux de la transition, et notamment parmi les enjeux de la transition, il y a le numérique responsable au sein des enseignements. Alors, c'est Gaïa, l'école Gaïa, l'objectif de l'école Gaïa, c'est qu'elle puisse expérimenter un certain nombre de choses pour pouvoir les insuffler et les mettre en place dans Audencia. Alors,
Ça ne veut pas dire que tout est concentré à Audencia. Par exemple, les conférences inspirantes qu'on met en place auprès des étudiants, et c'est ce qu'on appelle les Open Gaia Conferences. Donc, c'est des conférences qui sont ouvertes à l'ensemble de nos collaborateurs et à l'ensemble des étudiants qui sont intéressés par le sujet, dans une logique aussi d'un peu d'open access, puisque les enjeux de la transition, c'est aussi cet enjeu de dire il faut acculturer les gens, les sensibiliser, et puis d'ouvrir en fait la connaissance. Et puis, il n'y a pas que les enjeux de la RSE dans l'école Gaïa. Au sein d'Audencia, il y a énormément de choses qui sont mises en place. Je vous parlais de la calculette carbone du numérique pour les étudiants. C'est la totalité des étudiants qui ont la possibilité de calculer leur impact carbone dans leur usage numérique et dans leur équipement, avec vraiment un accompagnement sur la manière dont ils vont l'utiliser, enfin, comment ils peuvent mettre en place des pratiques pour réduire leur impact. Ils pourront bientôt avoir la petite montre pour calculer les pulsations, le nombre de kilomètres et leur impact, évidemment, en temps réel. C'est un peu ça. Je pense qu'il y a un point qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, je dis souvent à mes étudiants, on connaît très bien le prix d'un t-shirt, le prix d'un smartphone, le prix d'un ordinateur. Donc, on a un capital de connaissances sur les prix, mais pas sur l'impact carbone de nos usages et de nos comportements. Et il y a de plus en plus de marques qui commencent à expliquer, voilà, moi, mon t-shirt, il coûte tel prix, mais aussi il a tel impact carbone. Et notre objectif aussi auprès des étudiants, c'est valable pour le numérique, mais c'est valable pour la totalité des secteurs d'activité, c'est de se dire qu'on commence à avoir une connaissance de nos impacts sociaux et environnementaux, et que les indicateurs soient aussi bien maîtrisés que les indicateurs de prix aujourd'hui. Alors, je vais faire une dernière question pour vous tous. Alors, on a beaucoup de commentaires. Un grand bravo pour Madame Bonnet. Je crois qu'Elisabeth Stib, elle est du CEA. Vous voyez, elle est Véronique pour la féminisation des promos. Oui, mais en fait, il y a encore du chemin à faire. Comment on accélère le mouvement, Véronique, justement nous, on a le sentiment que le compte à rebours est lancé. Est-ce que c'est un peu le sentiment que vous partagez ou finalement, comment prendre en compte cette mesure, tous ces enjeux? Moi, je dirais rapidement, pas demain, mais aujourd'hui. Je pense que la clé, c'est la formation des enseignants et de tous les acteurs de l'enseignement supérieur. C'est ça qui fait. Alors, je pense que le fait, le mouvement s'accélérera aussi sous la pression de nos élèves, parce qu'effectivement, mine de rien, les diplômés qui prennent la parole au moment de la remise des diplômes, ça fait du bruit et ça met un peu la pression sur les établissements. Donc, ça jouera dans le sens de l'accélération. Mais après, concrètement, comment on fait? Il faut se former. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place au niveau du ministère, au niveau de la CDFI pour les écoles d'ingénieurs. Enfin bon, le colloque de la CTI, on discute aussi de ces sujets. Voilà, donc effectivement, je pense que on est en pleine accélération, mais pour aller au bout et être, efficace. Il y a un énorme effort à faire pour moi dans la formation. La communauté, en fait. Parce qu'en fait, comme vous dites, les sciences, c'est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que par les sciences qu'on trouvera des solutions, mais en même temps, ces scientifiques doivent eux-mêmes avoir conscience dans leurs travaux et dans leur recherche d'innovation de ces problématiques. C'est ça un peu le propos. Louise, chez Simplon, comment accélérer? Parce qu'aujourd'hui, vous formez combien de personnes chaque année? Alors, chez Simplon, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on forme près de 3000 personnes par an. On existe depuis 10 ans et il y a une très, très forte accélération ces dernières années sur le nombre de personnes formées en France et à l'international, parce qu'on est présent aussi à l'international. Donc, je crois que notre sujet, ce n'est pas tant comment former plus, parce qu'en fait, nous, on n'a pas beaucoup de freins là-dessus. Je pense que notre sujet, c'est comment faire en sorte que les personnes que l'on forme soient recrutées de manière pérenne dans nos organisations. Et là-dessus, je pense que pour accélérer, il faut vraiment qu'on objectivise, qu'on rende objectif les recrutements. En fait, je pense que l'approche par compétence, c'est vraiment l'avenir. On ne recrute pas quelqu'un parce qu'il présente bien en entretien d'embauche. On ne recrute pas quelqu'un parce qu'il a un beau CV. On recrute quelqu'un parce qu'il a les compétences attendues sur un métier. Et nous,
prône vraiment cette approche par compétences. Et c'est d'ailleurs la seule qui permettra à l'inclusion et d'adresser les problématiques de manque de compétences, de talents, de pénurie, en fait, de tensions récurrentes sur ce marché. Olivier, vous souffrez au fait de pénurie de talents? Oui, alors c'est vrai que c'est difficile en ce moment de recruter de jeunes talents. Ils sont à la fois très sollicités, très, très exigeants. J'aime beaucoup ce que vous dites, Louise, parce que c'est très important aussi pour nous d'aller gratter au-delà de l'apparence. L'apparence, c'est bien, mais on sait bien que ça ne dure pas très longtemps. Donc, l'important, c'est ce qu'il y a derrière, c'est la valeur de la personne. Et puis, je reviens aussi sur ce qui a été dit auparavant. Moi, je crois aussi beaucoup à la collaboration entre la formation et les entreprises, pour que les entreprises puissent peut-être plus facilement et plus rapidement donner les sujets qui les animent ou sur les thématiques sur lesquelles ils ont du mal à recruter, et qu'inversement, voilà, les centres de formation, les écoles puissent aussi à la fois présenter un certain nombre de profils aux écoles, mais également participer à cette dynamique. Donc, comment on accélère? C'est à la fois sur je dirais, cet écosystème, et puis collectivement, comment on accélère? Je dirais, moi, je crois beaucoup aux petits pas. Ça n'a rien d'attendre des grands plans du gouvernement ou autre. C'est chacun a la responsabilité de s'engager au niveau de la formation, au niveau de la sobriété, au niveau de l'énergie, autour de nous. Et là, ça va vraiment accélérer. Et Henrik, il y a une feuille de route. Hein. Vous avez une feuille de route. Vous avez essayé de mettre noir sur blanc, en fait, sur une feuille blanche, ce que serait une stratégie positive, acceptable, qui serait en tout cas raisonnable pour aller vers du mieux. La feuille de route est essentielle. Hein. Napoléon disait la planification essentielle pour gagner des guerres. Là, on est dans le même registre. Exactement, et ça rejoint exactement tout ce qui vient d'être dit. On a notre propre feuille de route, si je puis dire, pour essayer d'être plus d'être responsable nous-mêmes côté Microsoft dans nos outils ou dans notre manière d'opérer. Mais le vrai sujet, c'est ce qu'on vient de se dire là, hein, c'est comment on essaye à notre niveau de contribuer, d'empowerer, pour utiliser l'anglicisme, et de mettre en relation tout cet écosystème qui travaille autour de nous, c'est-à-dire donner des outils ou donner des contenus à des centres de formation, de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement inclusif, etc., pour justement créer ces nouveaux cursus, faire des passerelles avec des industriels, pas que ceux qui travaillent dans le monde de l'IT, mais des industriels sur des secteurs d'activité pour que justement les cursus soient adaptés ou les cas d'usage soient concrets, faire des passerelles aussi avec des associations ou des entrepreneurs à impact, parce que c'est ça qui va aussi donner du sens à l'usage des technologies et créer plus d'adhésion ou d'adhérence, etc. C'est toutes ces choses-là qu'on essaye de mettre en œuvre et de faire un certain nombre de connexions. Une question, c'est un sujet qui a remonté hier quand on parlait de tous ces sujets de transition. Alors, pardonnez-moi, je vais peut-être changer de registre, mais bienveillance, empathie, c'est-à-dire qu'il y a un changement de posture. Alors, qui disait qu'il faisait un pas de côté? C'était Olivier. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette posture d'empathie et de bienveillance. Alors, on va poser la question à nos responsables de formation, Adeline, Louise et Véronique, et après, on vous posera la question à Olivier et Henrik. Adeline. C'est drôle que vous dites ça. Alors nous, effectivement, on est assez persuadés qu'il faut qu'on rentre dans des logiques de coopération, notamment, par exemple, et donc pour insuffler ça à nos étudiants, au lieu de leur dire et au lieu de leur dire qu'il faut être bienveillant et empathique, par exemple, on fait pas de challenge étudiant. Dans les travaux des étudiants, on leur demande de coopérer entre eux, dans nos travaux de consulting, par exemple, pour être meilleurs. Et donc, on vraiment de cette logique de dire on apprend la coopération, à l'écoute de l'autre pour coopérer ensemble pour réduire nos impacts, réduire nos impacts sociaux et environnementaux. Donc, c'est une vraie démarche, nous, pédagogique, hein, qu'on insuffle en filigrane, notamment dans Gaïa, pour justement sortir de cette logique très compétitive et peut-être trop compétitive face aux enjeux de la transition. Louise? Oui, on est à peu près dans la même veine. Nous, ce qui pousse à la collaboration, finalement, c'est que nos formations, elles sont vraiment très éprouvantes pour nos apprenants. Ils se forment en très peu de temps. La pédagogie active et la pédagogie par projet
Elle permet de fixer très bien les savoirs, mais elle est aussi très, très exigeante parce qu'en fait, ils sont confrontés à des bugs techniques à longueur de journée. Et donc, il y a la courbe du moral de l'apprenant qui, en général, en début de formation, est très, très haute. C'est super, on apprend beaucoup de choses. Et puis, tout d'un coup, il y a un crash parce qu'on est confronté à ces difficultés toute la journée. Donc, nous, on leur explique ce qui va se passer, ils le savent. Et au moment où il y a une rechute, le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'en sortir collectivement. Donc, en fait, ils s'entraident et les compétences du voisin ne sont pas les mêmes que les vôtres. Le background professionnel du voisin n'est pas le même que le vôtre. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Donc, en fait, bienveillance et collaboration, nous, ils l'éprouvent au sein même de la formation. Vous, c'est OK, d'accord. Adeline, moyen. Collaboration, elle préfère, mais en tout cas, ça marche. Véronique? Oui, effectivement, oui, heureusement que la bienveillance guide tout ce qu'on fait dans les écoles. Moi, la dimension supplémentaire que je voudrais ajouter, c'est l'ouverture vers les autres. Et c'est le fait aussi d'aller collaborer, même quand on est dans une école d'ingénieurs, avec des gens qui font d'autres types d'études, d'aller au contact, alors évidemment des entreprises, mais aussi des associations, du monde civil et culturel et économique. Et voilà, c'est toutes ces qualités-là qu'on va essayer de développer parce qu'un ingénieur, on lui demande d'innover, on lui demande de trouver des solutions. Et pour ça, il faut absolument, évidemment, qu'il collabore. Quelqu'un qui travaille tout seul, généralement, ça n'existe pas. Quelqu'un qui trouve des solutions, qui invente des choses sans partager, sans collaborer. Et surtout, encore une fois, ne pas rester concentré sur son domaine d'expertise, mais vraiment s'ouvrir, évidemment, au niveau culturel, mais aussi au niveau disciplinaire. Bien sûr. Donc, vraiment, c'est ça l'enjeu, en fait, c'est vraiment de décloisonner. On n'est plus en vertical aujourd'hui, on est plutôt sur une vision 360. Il y a une petite question marrante qui est arrivée, mais Olivier, Henrik, je crois que vous êtes d'accord, l'entreprise libérée, c'est l'entreprise bienveillante. Olivier, Henrik, on est d'accord que si les nouvelles générations ne sentent pas de la bienveillance, de l'empathie, en tout cas de l'écoute, ça ne marchera pas. Alors, c'est clair, chez nous, c'est du travail en équipe, et donc il faut de l'écoute, il faut pouvoir travailler avec les autres, parce qu'en effet, les jeunes qui nous rejoignent, ils vont être confrontés à des problèmes techniques, en effet, peut-être qu'ils n'avaient pas abordé avant, mais je voudrais quand même rajouter un point, la bienveillance, l'écoute, n'exclut en rien l'exigence et le professionnalisme. Et ça, c'est important parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, on est quand même confronté à des certain nombre de réalités. Et donc, c'est important d'avoir à la fois cette écoute et cette bienveillance et ce professionnalisme, parce que quand on est face à un client, quand on doit délivrer des projets, on a des objectifs quand même à atteindre. On est bien d'accord. Véronique, pour donner son diplôme d'ingénieur, de toute façon, elle fait passer des examens. De toute façon, elle ne le donnera pas, même si elle est bienveillante et même si elle aime bien ses étudiants. J'en suis sûr, Véronique, on est d'accord. Henrik, une question, et vous allez répondre en même temps à ma question, à la question de... c'est Isabelle, j'imagine. Bref, compte tenu de toutes ces exigences pédagogiques, sociales, techniques, environnementales, il ne faudrait pas commencer dès l'enfance. Mais je crois que vous avez commencé... pour les jeunes sur ces problématiques de tech et de... Il faut essayer de le faire à tout niveau. Alors, côté Microsoft, on essaye de collaborer avec pas mal de monde. C'est ce que je mettais dans une des réponses. Alors, on ne le fait pas forcément en propre, mais on va travailler avec des associations, avec des initiatives. Je parlais de Teens AI, je peux donner... Et donc, donner des contenus ou aider à la création de contenus, à la création d'outils. Par exemple, Minecraft pour éducation est une superbe plateforme pour à la fois créer des scénarios sur des sujets, par exemple, d'environnement, ou apprendre à coder, ou autres, et sensibiliser sur ces sujets-là. Moi, je crois vraiment, et je reviens sur cet exemple, par exemple, Teens in AI, ou sur une initiative qu'on a lancée, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé, par exemple, avec Alice et le SME Bria, où tout à l'heure, on parlait de Surfrider Foundation, etc. Mettre les personnes à travailler en concret et au plus proche de ces sujets. Donc, des initiatives de type hackathon, mécénat de compétences. Moi, j'ai lancé ça il y a 4-5 ans maintenant chez Microsoft, de mobiliser les collaborateurs de Microsoft, mais les collaborateurs d'autres clients, les élèves des écoles, toutes les bonnes volontés, à accompagner des associations ou des entrepreneurs à impact pour voir comment la tech peut contribuer positivement. Et se mettre en situation, parce que c'est là qu'effectivement,
on a un exemple très concret, on collabore, on voit des profils différents, on voit des compétences différentes, on voit des sujets différents et on fait quelque chose de très concret. Donc oui, et en l'occurrence, je parlais par exemple de Teens in AI, ça c'est très intéressant, c'est une initiative qu'on a accompagnée. C'est voir des jeunes de 12 à 16 ans qui réfléchissent à des problématiques sociétaux et qui font au sein de leur école un espèce de mini-hackathon où se dire comment on pourrait faire avec de la tech pour résoudre des problématiques de diversité, d'inclusion ou des sujets sur l'environnement. Enfin, je vous invite à suivre cette initiative. Moi, j'ai eu l'occasion de les accompagner. Ça, c'est des choses qui sont géniales parce qu'effectivement, ça sensibilise sur tous les aspects. L'aspect impact positif et l'aspect aussi la tech, ça me donne des clés de lecture de la tech. D'ailleurs, la tech, pour être un peu iconoclaste, on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes de 16 ans qui étaient parfois bien meilleurs en programmation que des ingénieurs diplômés parce qu'ils sont agiles, ils sont, Olivier, parfois le diplôme ne garantit pas tout. Voilà, je dis ça, mais évidemment… Tout à fait. Et donc, je reviens à ce qui a été dit auparavant, il faut aller creuser, entre guillemets, pour mieux comprendre la personne et puis les mettre face à des projets. C'est tout à fait vrai. Bon, allez, on va bientôt se quitter. On va faire un dernier petit tour de table. Adeline, bon, j'imagine que si vous avez lancé Gaïa, est-ce que la tâche est immense et vous êtes optimiste? Est-ce que, comment dirais-je, vos premiers ressentis par rapport aux premiers candidats qui sont arrivés dans la formation vous rend optimiste? Si vous voulez, on a démarré le premier semestre au semestre dernier. On pensait avoir une quarantaine d'étudiants. Nous avons eu 200 étudiants qui sont inscrits à ce semestre-là. Donc, effectivement, on se rend compte d'un réel engouement et engagement des étudiants. Notre objectif, c'est effectivement qu'il y en ait encore plus qui s'intègrent et que… 2 600 000, hein. Il y a 2 600 000 étudiants en France, 2 700 000, ça serait parfait. Hein. Voilà. En tout cas, c'est une première étape pour nous. On est assez confiants. Il reste un peu de boulot pour adresser la masse, comme on dit. Merci Adeline, c'était passionnant. Longue vie à Gaïa surtout et plein de belles choses pour l'avenir. Je sais que vous avez aussi des projets au Brésil sur les sujets de développement durable et à Audencia, on ne manque pas de projets en Chine. Louise, un dernier mot aussi, parce que c'est la formation de spécialistes, c'est l'alpha et l'oméga de la transmission vers quelque chose de plus vert, de moins d'impact. Oui. Oui. Non, ma question, c'était évidemment, c'est cette formation qui sera la clé pour l'avenir et cette capacité à former les bons techniciens et les bons relais dans l'entreprise. Espérons-le. Ouais. Vous êtes à 3000, là. Est-ce qu'il y a un chiffre magique dans votre tête ou il n'y a pas d'objectif précis sur la formation? Non, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de former en fonction du besoin. Donc, ce qui m'intéresse… Oui, mais on manque de 10 000 à 15 000 ingénieurs en France, on manque de développeurs. À Véronique, ils sont à la sortie, vous savez, à la ECMSurier, vous allez sous le trottoir d'en face, ils sont tous là, les recruteurs, à attendre avec des propositions en ordre, des propositions magiques. Peut-être qu'Olivier y est d'ailleurs devant ECMSurier. Moi, je surveille comme le lait sur le feu les taux de sortie positive. Donc aujourd'hui, on est sur des taux au-dessus de 80% de personnes qui sortent de nos programmes, qui retrouvent un emploi pérenne ou qui reprennent une formation. Et c'est d'ailleurs dans des proportions moindres, les personnes qui reprennent une formation à la sortie. Donc voilà, nous, c'est ce qui va nous intéresser. Il n'y a pas de chiffre magique. Le chiffre magique, c'est qu'on est 100% des personnes qui sortent avec un emploi ou une formation à la clé. Véronique, je ne sais même plus ma question, mais c'est non, moi, ce que je veux dire, c'est que j'espère que ces évolutions, ces tendances et le fait que la tech puisse permettre effectivement d'améliorer la qualité de vie des gens et l'inclusivité, ça va effectivement nous permettre d'être plus attractifs parce qu'on souffre vraiment sur les formations, encore une fois, scientifiques et technologiques, quelles qu'elles soient. On souffre de problèmes d'attractivité. La réforme du bac ne nous a pas spécialement aidés. Et j'espère qu'en menant ces projets et ces évolutions très et ces transitions, on va redevenir attractif. D'ailleurs, c'est peut-être un argument de communication. C'est peut-être un argument de communication. Vous le mettez en avant. Pardonnez-moi, c'est très intelligent de votre part, Véronique. Merci beaucoup. Rubrique agenda, pour conclure. Catherine Marlier de Montpellier Business School nous dit qu'il y aura une info sur les mesures de la diversité et de l'inclusion. Ce sera le 14 mars à Montpellier Business School, une masterclass. C'est aussi un lieu d'échange où on se partage des bons plans. Olivier
un dernier mot aussi. On vous souhaite bon vent, hein, on vous souhaite d'accompagner le plus d'entreprises possible, hein, pour régler le problème définitivement, en tout cas en France. Oui, bah, écoutez, merci. C'est un sujet qui nous anime. On travaille beaucoup avec Microsoft sur ces sujets. Nous, on est très positif là-dessus. Et à titre personnel, je pense que la vague de transformation qui arrive autour de ces sujets de l'énergie, de l'environnement, etc., est au moins aussi grosse ou 2 fois plus grosse que celle qui a eu lieu là depuis 20 ans sur tous les sujets de l'IT, Internet, etc. Donc oui, nous sommes très positifs là-dessus et attention, ça va changer. Bon, Henrik, on a essayé de balayer un maximum de sujets, hein. On peut pas. Le sujet était ambitieux, hein, quand même, mais je pense qu'on a adressé avec les regards de nos invités quelques sujets qui peuvent permettre et inspirer celles et ceux qui nous ont écoutés et qui pourront réécouter en replay d'ailleurs. Exactement. Moi, je dis juste merci à tout le monde parce que c'est plein de bonnes initiatives, c'est plein de bonnes connexions. Ça va dans ce sens-là. Je suis ravi qu'on puisse y être associé, qu'on puisse aider. Juste un petit commentaire. Il ne faudrait pas qu'il y ait un arbre qui cache la forêt sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Dans les sujets E, S et G, il y a l'environnement. C'est un énorme sujet, mais il y a aussi le sujet social et il y a aussi des sujets de gouvernance. Donc, marchons bien sur ces 3 pattes, si je puis dire, l'environnement, le social et la gouvernance autour de tout ça. Bon, il y a une performance financière des entreprises, on ne peut pas faire autrement, mais regardons bien l'intégralité de ce scope, de ce périmètre-là. Antoine, pour le mot de la fin, si on va aller plus loin, eh ben, il suffit de taper ChatGPT, hein, c'est ça. Merci Antoine pour le petit trait d'humour. On espère qu'on a été un peu plus dense que ChatGPT, même si on n'est pas à l'abri d'une intelligence artificielle plus intelligente que nous. Dieu nous préserve, comme dirait l'autre. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Henrik, on pourra retrouver évidemment tout ça en replay pour celles et ceux qui voudraient nous réécouter éventuellement. Et puis, bon courage pour la suite. Et puis, soyons positifs, hein. Soyons verts, restons verts. Merci beaucoup. Bonne journée Merci. à tous. Et bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.